Le premier livre que nous souhaitons vous présenter est Sire de Jean Raspail. Avec toute probabilité, l'un des derniers grands écrivains français encore en vie. Retenez bien donc ce nom, au cas où vous ne le connaissiez pas encore. C'est Jean Raspail. Je répète, Jean Raspail. Qui est-il? Il suffit de regarder ses portraits pour se rendre compte qu'il n'est pas un tendre. Ce n'est pas un grand auteur grand public. Il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui le connaît. Ceux qui aiment s'abandonner aux histoires de Guillaume Musso et de Yasmina Khadra ne soupçonnent même pas l'existence de ce templier de la littérature française. Et c'est peut-être mieux ainsi. Raspail est un noble. Son visage est celui d'un monarchiste vendéen qui firent la guerre aux républicains. Sa plume est son épée, et il sait l'utiliser. Il sait bien manier cette plume. Il aurait, avec toute probabilité, horreur d'être lu par ce type de public, qui, d'ailleurs, ne pourra que bâiller tout le temps et toujours plus en lisant cet auteur profondément enraciné, pris d'essence religieuse, et qui a en horreur ce qu'est devenu non seulement la France contemporaine, mais plus globalement le monde, gangrené par le matérialisme, par le libéralisme, par le consumérisme et par sa conséquence principale, par son résultat le plus visible, le fanatisme religieux, ce monstre qui surgit du vide des cœurs asséchés de toute substance spirituelle. Jean Raspail est, à la base, un aventurier, un explorateur, inlassablement attiré par ces peuples que la modernité fait disparaître plus vite que la décence et l'honneur pendant la fête de la musique à l'Élysée en 2018. Raspail est né en juillet 1925, preuve que l'intelligence et la dignité sont bons pour la santé. Son premier grand voyage date de 1949. Il fait du canoë du Québec à Nouvelle-Orléans. Il a alors 24 ans. Que 24 ans. Il commence donc à publier ses récits de voyage qui ont un certain succès et attirent l'attention de ce jeune écrivain voyageur qui explore l'Alaska, l'Asie et les anciennes terres des populations précolombiennes. Il a effectivement voyagé un peu partout. Il devient célèbre avec un roman d'anticipation, Le Conte des Saints, où il imagine une France submergée par une immense vague migratoire originaire du subcontinent indien et qui arrive en bateau sur les jolies plages de la Côte d'Azur de Brigitte Bardot et de Jean d'Ormesson et de tous les autres, qui vont s'affoler d'ailleurs. Raspail est profondément catholique. Il ne cache pas sa foi monarchiste. Il est d'ailleurs consul général de Patagonie, en référence à l'éphémère royaume d'Oracanie et Patagonie, royaume fondé par l'aventurier français Antoine de Tounon en 1860, avec l'appui des Indiens Mapuche, et détruit ensuite par les armées chiliennes en 1862. Donc un royaume qui a existé même pas 2 ans, mais dont les héritiers continuent à avoir des revendications plus ou moins sérieuses. Jean Raspail est proche de la droite conservatrice et traditionnaliste, et il ne cache pas son rejet de la République en tant qu'héritière de 1789, et, puis encore, pour Jean Raspail, de la décapitation de Louis XVI. Il a d'ailleurs donné une longue interview dans un numéro spécial de Valeurs Actuelles, récemment. Venons à son roman, donc. Sire est, avec toute probabilité, le roman le plus accompli de Raspail, et dans le style et dans les thèmes abordés. Il écrit d'une manière superbe, mais sans être nullement inaccessible. Au contraire, signe, là, que Raspail est un auteur subtil de talent, car il faut en avoir pour savoir écrire comme ça tout en restant agréable à lire. Publié en 1980,
11, c'est-à-dire à la fin de l'URSS et seulement 2 ans après la chute du mur de Berlin, ce qui signa un peu la, si on peut dire comme ça, la chute de l'idéal socialiste, le triomphe de l'économie de marché en sauce états-unienne, Cyr raconte l'histoire du retour du roi de France, rien que ça. Déjà, il fallait y penser, l'idée est attirante, mais Raspail est subtil, comme je disais tout à l'heure. Et c'est très bien que l'école républicaine actuelle, mais aussi celle de la fin du XVIIIe siècle, 19e siècle, pardon, a enseveli le souvenir de la monarchie sur des tonnes de mensonges et de déformations qui ont eu comme résultat d'éradiquer toute idée monarchiste dans l'esprit de la plupart des Français. Cyr est donc plus un roman sur l'espoir et le courage qu'une histoire utopique et farfelue d'une France qui retourne au royaume, ce qui est, à l'état actuel, est tout à fait impossible. L'auteur imagine l'existence d'un jeune homme de 18 ans, Philippe Pharamond de Bourbon, et de sa sœur jumelle, Marie de Bourbon. Ce sont là les dernières des Capétiens. Raspail est, apparemment, un légitimiste, si j'ai bien compris. Il ne reconnaît pas les Orléans comme héritiers au trône de France. Et, vu qu'aujourd'hui il n'y a pas de descendant direct de Louis XVI ni de Charles X, et que la légitimité des autres Bourbons européens, dont Louis-Alphonse de Bourbon, Louis XX pour certains, est un peu contestée, Raspail s'en vante un héritier au trône légitime et direct. Bien entendu, Philippe Pharamond de Bourbon et sa sœur jumelle n'existent pas et n'ont jamais existé. Philippe Pharamond et Marie sont orphelins et leur famille est en banqueroute. Donc leurs parents sont morts dans un crash d'avion. Ils vivent sur une petite île toute proche des côtes françaises du Atlantique et sont assistés par des gens amis et d'autres personnages, dont des moines et des prêtres qui ont comme projet d'accompagner Philippe Pharamond jusqu'à Reims pour qu'il soit couronné. À l'insu de tout le monde, bien entendu, mais néanmoins couronné roi de France en bonne et due forme. Pour cela, ils se sont organisés, très bien organisés d'ailleurs. Et Jean Raspail imagine comment, depuis 1793, le hasard, ou plutôt, si l'on est catholique, traditionnaliste et monarchiste, l'intervention divine, a fait en sorte que les objets sacrés nécessaires pour le couronnement du roi, donc les honneurs, comme on les appelait jadis, ont en partie survécu. Ainsi, on découvre comment ils sont arrivés à récupérer les personnages dans l'histoire du roman, comme ils sont arrivés à récupérer une partie de la Sainte Ampoule qui contenait la baume nécessaire à oindre, donc sacré, les rois de France, et qui remontait au couronnement de Clovis. Pour les passionnés d'histoire et les monarchistes, ce sont des passages sûrement très intenses, où Raspail fait revivre la période de la chute de la monarchie à travers le fanatisme de ceux qui s'acharnent sur ces symboles. La longue scène où il décrit dans les détails l'abominable profanation de la nécropole des rois de France en 1793 fera sûrement frissonner plus d'un royaliste. Petit point. Pour décrire l'hystérie avec laquelle les bons républicains et gentils républicains ont saccagé la nécropole et brisé la Sainte Ampoule, l'auteur s'est servi des rapports rédigés à l'époque par les officiers présents pendant les événements dont il écrit. Autrement dit, pas besoin d'avoir un esprit tordu pour inventer quoi que ce soit. Les hordes républicaines françaises de l'époque s'étaient déjà arrangées pour bâtir la République sur le cynisme et le fanatisme. Mais la vraie question abordée par Cyr n'est pas celle de la restauration de la monarchie. C'est un peu plus allégorique, c'est un peu plus symbolique, c'est un peu plus métaphorique, si on peut dire comme ça. Pharamond, sa sœur et leurs amis arrivent à Reims.
et le jeune prince est effectivement couronné. Mais il ne règne pas. Le sacre se passe en petit comité, et personne, mis à part les présents et peu d'autres, puisqu'il y a aussi d'autres personnages dans le roman, d'ailleurs des caractères très 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 forts et très intéressants, mais que je ne pourrais pas aborder dans ce conseil de lecture-là. Ces gens-là savent que l'héritier au trône a été sacré. Les grands médias ne le savent pas, le président de la République moins que moins. La vraie question, donc, est une autre. En fait, quelle est l'essence de la France? Quelle est l'identité de la France? La France est-elle une terre de passage? Un hasard de l'histoire? Un hôtel, comme l'affirmait l'inénarrable Jacques Attali? Une idée? Une impression? Une république, comme l'ont voulu les révolutionnaires de 1793 et de 1871, ou elle est plutôt la fille aînée de l'Église, un royaume qui s'est bâti à travers les siècles grâce au travail patient et avisé des rois de France, comme le veulent certains monarchistes. Pour être roi, en fait, il faut être sacré à Reims. Car seule la sacralité divine peut légitimer l'exercice du roi et l'existence du roi. C'est pour cela que Raspail parle autant du sacre, de l'importance de la Sainte Ampoule, et s'en fiche quelque peu du commandement, de l'exercice du pouvoir. C'est pas vraiment ce qui lui intéresse le plus. Il y a d'ailleurs un passage très intéressant dans le livre. Pharamond est aidé par un personnage mystérieux. C'est un milliardaire français qui, touché par la grâce divine, a réalisé que la France nécessite d'un roi parce qu'elle nécessite d'une figure sacrée pour éviter l'effondrement final. Son père, raconte-t-il, avait tôt compris que la France allait rentrer dans une nouvelle ère après la Seconde Guerre mondiale et la perte de l'Empire colonial. Donc une nouvelle ère faite de perte de sens, de consumérisme et de décadence, bref, d'américanisation. Alors il avait vendu tous les terrains qu'il possédait dans la campagne de l'Île-de-France. Eh ben oui, avant les départements de la Petite Couronne, c'était un peu la campagne. La Seine-Saint-Denis, c'était pas la Seine-Saint-Denis d'aujourd'hui. La Val-de-Marne n'était pas la Val-de-Marne d'aujourd'hui. Bref. Le milliardaire a donc bâti sa fortune en partie grâce à ce père qui avait vendu ses terres pour que l'État y construise des grandes surfaces, des usines et des HLM remplis d'abrutis qui iront acheter dans les supermarchés que l'économie de marché leur a construit pour mieux les asservir et mieux les apprivoiser. Pour qu'ils restent bêtes en fait, c'est-à-dire pour qu'ils consomment mieux et sans se poser trop de questions. Le milliardaire en question veut donc remettre à l'épreuve Pharamond en l'emmenant visiter cette hideuse banlieue dont les terres appartenaient jadis à son père. Le jeune prince a en effet une idée très romantique de la France, car il a vécu toute sa vie en Suisse, exilé, où il était exilé, et se rendait en France avec des longues randonnées en compagnie de sa sœur, à travers les Alpes, à travers les villages. Il avait un peu une vision d'une France carte postale au final, un peu comme les Japonais qui viennent en Provence et qui visitent la Provence et qui aiment la Provence avant de tomber par inadvertance, par exemple, dans les cités de Marseille, de Nice ou de l'étang de Berre. Ou un peu comme ces touristes scandinaves à Paris avant de se faire harceler, voler par des meutes de sauvageons, comme disait l'autre là, les sauvageons. Donc on va lire le passage que je viens de décrire. Le voici. Philippe n'avait rien vu ni entendu de semblable de toute sa vie. Ses incursions en France
sac au dos, ne l'avaient jamais conduit en de tels lieux. Il les avait toujours évités. Ayant fui la vérité, la voilà qui lui sautait au visage. « Qui sont ces gens ?» demanda-t-il tout pâle. « La haine, » répondit Monsieur X, c'est-à-dire le milliardaire. « La haine est la contagion de la haine. » Sont-ils nombreux ? Des centaines de milliers, sans doute. En réalité, nul ne le sait. Ils sont l'écume de la multitude. Ils en procèdent naturellement. Sont-ils français ? Cela n'a pour eux aucune signification. Chrétiens ? Le vieux monsieur hocha la tête. Ils ne sont rien. Ces mots-là n'éveillent rien en eux. Ils n'en connaissent même pas le sens. Philippe lui jeta un regard désolé. « Pourquoi m'avoir amené là ?»« Parce qu'on ne pouvait l'éviter. C'est un bon observatoire sur un monde qui n'est pas le vôtre, et à propos de quoi j'ai cependant des choses à vous dire. À 30 kilomètres à la ronde vivent 19 millions de personnes. Nul ne vous y connaît, monseigneur. Pas une porte ne s'y ouvrirait pour vous. On ne vous offrirait même pas un verre d'eau. Tandis que moi, de 100 façons, j'entre partout, je suis partout. Ils mangent et boivent ce que je leur vends. Ils achètent ce que je leur construis. Utilisent ce que je fabrique exactement à leur usage. Je dirais presque, à leur image. Ils s'endettent à mon profit par le truchement de mes propres banques. Ils lisent ce que j'imprime pour eux. Ils écoutent et ils regardent ce que je commande qu'on leur dise, qu'on leur montre. Et ceux qui leur parlent en mon nom se croient libres par quelque gymnastique commode de conscience. Au nom de ce principe-là, j'autorise même les ignominies fructueuses qu'en démorant nul ne me reproche. Il est un peu plus de minuit, monseigneur. À cette heure où les enfants sont couchés et cessent de veiller sur les adultes, dans 1,2 million de ces logements, je le sais parce qu'on me fait le rapport triomphant chaque matin, des gens se salissent l'âme devant leur poste de télévision. Ils se souillent d'images qui les déshonorent et qui ont été commandées, exécutées, interprétées, filmées, programmées, annoncées, diffusées par des misérables à mon service. Les mêmes images aux mêmes instants, collectivement captées par des millions de regards, la multitude. Ainsi la marque-t-on en fer, comme du bétail, mais d'un seul coup. Telle est, hélas, monseigneur, l'étendue de mon pouvoir. Je n'aime pas ce que vous me dites, monsieur, remarqua pour la seconde fois Philippe. Et ces gens-là ne prient-ils jamais ? Jamais, répondit monsieur X. Cette fonction-là s'est perdue. Mais qu'espèrent-ils ? Durer sans être malheureux. Pour les meilleurs, sans s'ennuyer. Cela recouvre à peu près toutes les activités humaines. À des degrés divers, beaucoup y parviennent, car ça leur suffit. Croient-ils à leurs âmes immortelles, à la nature divine de la vie ? Ces mots ne pénètrent pas en eux. Philippe hésita. « Est-ce de votre faute ? demanda-t-il. « J'y ai réfléchi, dit M. X. Hier, en revenant de la forêt, toujours pendant que vous dormiez, j'ai pris un certain nombre de dispositions qui ont fait du bruit toute la journée sur la plupart des places financières. Je me suis retiré sans exception de toutes les activités que je contrôlais. Cela ne changera rien. D'autres que moi viennent. Ils se déchirent déjà entre eux pour ce pouvoir dont je me défais. Ils feront pis, et ce ne sera pas plus leur faute que la mienne. La fonction principale de la multitude, aujourd'hui, c'est de sécréter son propre abaissement. » Voilà, je trouve ce passage particulièrement intéressant, central dans le livre. Pharamond, en fait, doit se décider.
Maintenant qu'il sait dans quel état se trouve une grande partie du pays qu'il est censé incarner, qu'il veut incarner, pour lequel s'est formé toute sa vie, veut-il poursuivre sa tâche ou pas? Sa réponse est une et une seule, oui. Il décide de continuer. D'ailleurs, le milliardaire lui explique aussi parce qu'il a décidé de le servir, de croire en son sacrement malgré l'impossibilité de réaliser une restauration de la monarchie. Il le dit quelques lignes après. La royauté est le seul ordre concevable dans le gouvernement des hommes parce qu'il se fonde sur l'amour. C'est là la vision désespérée, mais au fond très chrétienne, car basée sur l'amour et l'espoir, de la monarchie selon Jean Raspail. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.